Bonjour et bienvenue sur Le Bruit intérieur, le podcast pour revenir à soi. Le silence fait du bruit. Tu connais ce moment? Tu sais, ce moment où tu t'assieds, tu te poses enfin, et au lieu du calme que tu aurais pu espérer, il y a comme un fond sonore, un ronronnement, des pensées qui arrivent les unes après les autres, sans qu'on ait vraiment eu envie de les inviter. Et tu peux pas t'empêcher de les remarquer, de t'arrêter dessus, d'aller plus loin sur certaines, et tu reviens et tu recommences. Du coup, tu as les tempes qui commencent à faire un petit peu mal, qui se tendent, et tu commences, alors c'est pas vraiment avoir mal, c'est plutôt une sorte d'inconfort. Il y a une petite lourdeur qui s'installe, là, juste derrière ton front. Toi, à la base, tu étais venu pour te poser tranquille, et voilà que tout à coup, il y a ce mal de crâne qui se pointe à l'horizon. Oh. Et du coup, ça te stresse. Et du coup, ton plexus, il se serre un peu. Ah, tu te sens comme un petit tiraillement. Et bien, ce petit tiraillement qui vient là, c'est un message de ton corps qui te dit arrête-toi. Et toi, tu n'écoutes pas ton corps. Tu continues de penser, de t'arrêter sur tes pensées, alors que tu devrais t'arrêter. Parce que finalement, tu trouves que c'est plus inconfortable de s'arrêter, de penser, plutôt que de continuer. Alors tu prends ton téléphone, tu te mets un casque sur les oreilles pour écouter de la musique. Tu ferais n'importe quoi pour couper le son intérieur. Juste pour pas rester avec ça. Juste pour t'en débarrasser. Et tu te poserais même pas la question de te dire depuis combien de temps ça existe ça, cette situation? Ça fait combien de temps que je ressens ça? Non, tu te dis juste oh, je réfléchis trop, je pense trop. On te l'a d'ailleurs déjà dit. Je dois être un peu hyperactif. Peut-être j'ai un TDAH. Oh, peut-être que je suis autiste. Et tu commences à t'inventer des trucs. Et c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Finalement, il y a quand même une grande différence entre réfléchir et ne pas pouvoir s'arrêter de penser. Et c'est cette différence-là qui fait tout, en fait. Et ça, on ne te l'a jamais vraiment expliqué. Ben oui, on t'a appris que penser, c'est produire, et que le repos, c'est du temps perdu. Et ça vient de l'école. Ça vient de ton éducation, de ce que tu apprends ou de ce que tu entends, ou de ce que tu lis dans les livres, à la télé, dans les journaux, hein, tout ça dans le désordre, évidemment. On te dit, depuis aussi loin que tu te souviennes, que si tu n'es pas en train de faire quelque chose, tu n'es pas performant. Tu n'es pas en phase avec la société, tu n'es pas ce qu'on attend de toi. Et ça, pour le coup, tu l'as parfaitement intégré. Tellement bien intégré que ton esprit, aujourd'hui, il ne fait plus la distinction entre les moments où il doit travailler, fonctionner, être utile, performant, faire le job pour lequel tu le sollicites, et les moments où il pourrait juste faire le minimum légal, à savoir te faire vivre, bien sûr, mais pas développer une activité, pas utiliser tes mains à quelque chose pour faire ou fabriquer. Ou alors les utiliser, mais d'une manière non productive, comme lire un livre, brosser le chien, bricoler. Avoir une activité qui n'est pas dans la performance, par exemple. Et ça, que tu sois en vacances, le dimanche, le soir, au moment de ton coucher, à 3 heures du matin, c'est exactement la même chose. On est dans la même chose. Et sans même que tu t'en rendes compte, c'est quelque chose d'épuisant. C'est pas vraiment le corps en lui-même. Pas vraiment. C'est plutôt autre chose. C'est qu'il y a un fond de fatigue rémanent qui ne répond pas au sommeil. C'est cette tête lourde, euh, la tête qui est lourde, même après une nuit reposante a priori, une nuit complète. Mais une longue nuit, par exemple, sans interruption, où tu vas travailler toute la journée avec ta tête lourde. C'est cet état où tu es déjà fatigué, parce que pendant les 8 heures où tu étais censé te reposer, tu n'as pas arrêté de penser. Ça n'a pas arrêté de tourner. Alors tu ne le sais pas parce que tu ne l'as pas vécu, mais ton cerveau, lui, il n'a pas arrêté.
Il n'a pas arrêté de tourner dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, qui n'est pas celui qu'on attend de lui. Ton cerveau, pendant que tu dors, il fonctionne parce que il faut te faire revivre les moments de la journée, il faut aller se balader dans les rêves, retrouver des souvenirs d'enfance. Il faut fonctionner aussi en mode repos pour faire tout ce qui est scientifiquement possible. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne suis pas un spécialiste du rêve, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ton cerveau, il fonctionne pendant la nuit, c'est pour te faire vivre, ne serait-ce que ça. Cependant, il n'est pas censé continuer à te faire travailler, il n'est pas censé continuer de penser, de t'amener dans tes rêves des choses telles que le projet du pont, le rendez-vous, le meeting avec le CEO, je ne sais pas quoi ou que sais-je encore. Il est censé fonctionner en mode repos. On fera un petit podcast là-dessus, sur la notion de sommeil, la notion de repos, les fréquences, tout ça, tout ce que ça implique et le lien que ça a avec nous au quotidien. Mais revenons à notre sujet. C'est pas que tu es faible, hein. Tu n'es pas quelqu'un de faible, hein. C'est juste que tu tournes avec un système dont l'interrupteur est cassé. Le switch, il est bloqué sur on. Il y a quelque chose que les gens qui ont beaucoup de mal à formuler, Je vois souvent ça revenir, cette difficulté à exprimer les choses. On peut penser qu'on comprend tout de soi-même, qu'on a une parfaite compréhension de comment on est, de qui on est, de comment on fonctionne, et continuer pour autant de fonctionner et de faire les choses qu'on fait habituellement exactement comme on les a toujours faites. Un peu en mode faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais pas comme ça. On peut avoir fait des années de thérapie, avoir été coaché, lu tous les bons bouquins, tous les articles de Psychologie Magazine et être capable de nommer nos schémas de fonctionnement avec précision. Mais pour autant, malgré tout ça, le soir, quand on va se coucher, il y a toujours ce bruit. Toujours ce bruit. Et dans la journée, dans la nuit, quand on a un peu d'insomnie, pendant un moment, avant d'aller à un meeting, ou même pendant un meeting d'ailleurs, que ce soit au travail ou dans la vie, hein. Par exemple, c'est-à-dire avant de rencontrer quelqu'un, avant un date, avant d'aller voir les parents, quoi que ce soit comme situation qui pourrait éventuellement peut-être être un petit peu stressante, il y a toujours ce moment où il y a le bruit qui est là, il y a les pensées qui arrivent dans un ordre qui est souvent le même d'ailleurs, et du coup on se retrouve avec notre mâchoire qui est serrée, et que ce soit au milieu de la nuit, au réveil ou même pendant la journée. Parce que comprendre, ce n'est pas la même chose que de traverser. Et traverser, en gros, et vivre les choses, c'est pas non plus la même chose que de se poser ou de les poser. Le mental, le nôtre, de mental, il est capable d'analyser notre propre épuisement avec une clarté qui plus est incroyable. Mais pour autant, sans jamais s'arrêter assez longtemps, du coup, assez longtemps pour le sentir vraiment. Notre mental, il peut produire des explications parfaites sur le pourquoi du comment on est fatigué, et pour autant, il ne s'arrête pas, il continue de fonctionner, d'avancer, de tourner, de mouliner. Et évidemment, c'est ça qui est épuisant, d'une façon particulière, parce que l'épuisement de quelqu'un dont l'outil principal ne sait plus quand il faut se reposer. Cet épuisement-là, il est permanent. Ça me fait penser à quelqu'un, Christophe, quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelque temps, et quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de curieux, quelqu'un qui avait déjà fait un gros travail sur lui-même. Il s'était penché sur son travail personnel, un travail personnel très abouti, vouloir devenir une meilleure version de lui-même, tous les petits trucs de développement personnel dont on parle régulièrement, qu'on peut trouver un peu partout sur les réseaux, dans les bouquins, sur Internet. Donc beaucoup de choses qu'il avait faites lui-même, par lui-même, des années de travail, également bien sûr quelques thérapies, une introspection plutôt sérieuse. Quelqu'un qui était capable de nommer ses patterns, qui comprenait ses réactions et qui pouvait expliquer son fonctionnement avec une précision plutôt impressionnante, de prime abord. Et pourtant, Christophe, il dormait pas. Alors pas le genre insomnie, j'arrive pas à m'endormir, je m'effondre épuisé, je me réveille tout de suite, je me réveille le matin complètement éclaté.
Non, 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 pas l'insomnie classique, plutôt... Enfin, il n'y a pas d'insomnie classique, cela dit. Non, c'est plutôt le réveil au milieu de la nuit, celui vers 2-3 heures du mat, et à peine les yeux sont ouverts, bam, le cerveau part en vrille. Et je te fais des listes, et j'ai des questions, et j'ai pas les réponses, et je refais cette conversation que j'ai eue avec tel ou tel la veille, ma femme, ma copine, mon enfant, mon patron, mon collègue. C'est pas vraiment une angoisse à proprement parler, c'est comme un moteur, c'est comme le moteur n'arrive pas à s'éteindre. Ça génère une espèce de poussée, de bouffée d'anxiété qui t'empêche de te rendormir, du coup. Et voilà où il en est, Christophe, quand il arrive. Il est comme ça. Alors pendant les séances, il me fait une analyse sur ses insomnies, qui était très précise, aussi bien qu'il pouvait analyser tout le reste d'ailleurs, avec son esprit qui était vraiment sharp, vraiment pointu. On est sur quelqu'un, on ne s'attend pas de prime abord à quelqu'un qui pourrait vivre ça. On est sur des discussions profondes, précises, avec quelqu'un qui comprend tout, des hypothèses, des connexions, des théories hyper bien construites sur le pourquoi du comment il est comme ça, et pourquoi ça fait ça, et d'où ça vient, etc. Et du coup, à un moment donné, je lui ai demandé, je me suis rapproché de lui et je lui ai dit, mais Christophe, c'est quand que tu n'analyses pas tout? Et là, la question l'avait un peu, je me souviens que la question l'avait un peu secoué, il m'a regardé, il m'a dit, pardon? Donc j'ai répété la question, et la réponse a été, après quelques minutes de réflexion, ben, j'en sais rien. En fait, il passe sa vie, Christophe, à analyser tout, 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 tout. Alors, c'est pas la révélation de l'année, hein, attention, hein, mais c'est une découverte. Pour lui, ça a été une découverte parce que du coup, c'est venu comme ça, c'est arrivé tout en douceur, comme une plume qui se poserait sur son genou, là, comme ça, pouf. Comme si pour la première fois, il regardait quelque chose qu'il n'avait jamais vu en face, en fait. Toutes ces années à comprendre ses pensées, à analyser, théoriser, mettre en forme, faire des tableaux dans sa tête et jamais une fois se demander si le problème, ce n'était pas justement le fait de jamais s'arrêter de penser. Son esprit était plein à craquer, plein de bonnes choses, hein, plein de compréhension sincère, plein de travail réel, mais tellement plein, il est tellement plein qu'il n'y a plus de place pour ce qui ne se pense pas. Et oui, on oublie ce qui ne se pense pas souvent. Cette image de l'esprit trop plein, ce n'est pas quelque chose de moderne. Ce n'est pas une conséquence de smartphone, d'Internet, de modernité, de travail à flux tendu. En réalité, c'est une observation qui est plutôt très ancienne. Et du coup, il y a quand même quelqu'un qui a pris le temps d'y répondre. Alors, pas avec des techniques, pas avec un programme en 20 étapes, pas avec un speech de développement personnel, pas une formule de coaching high-tech en utilisant l'intelligence artificielle pour devenir la meilleure version de soi-même pour 49 000 $. Non. On est sur quelque chose de beaucoup plus fondamental. De dire qu'il n'y a plus de place pour ce qui ne se pense pas, c'est l'idée que le calme n'est pas quelque chose qu'on ajoute, c'est quelque chose qu'on retrouve. Ou plutôt non, pas qu'on retrouve. C'est quelque chose qui est déjà là, tapi, caché, effacé, enfoui en dessous de tout ce bruit et qui réapparaît quand on arrête de le couvrir avec nos pensées, nos analyses et notre bruit intérieur. Alors la réponse pour tout ça, on la trouve dans le zen. Oui, oui, j'ai bien dit ça, le zen. Le zen, c'est né en Chine au VIe siècle et c'était porté par un moine qui s'appelait Bodhidharma. Ça, c'est l'origine. Après, ça s'est développé au Japon pour à peu près à partir du XIIe siècle. Et c'est là que ça a pris la forme qu'on connaît aujourd'hui. Quand on parle du zen, c'est ce qui vient du Japon. Alors le zen, ce n'est pas une religion, du coup, du moins pas au sens propre du terme. C'est pas non plus une doctrine qu'on doit réciter. Dans le zen, il n'y a pas de texte à mémoriser. Il n'y a pas de grandiloquence. Le zen, c'est quelque chose de très simple et de très exigeant à la fois. Le zen, c'est une façon d'être là, maintenant, sans que le mental recouvre le tout d'un filtre d'analyse.
Et ça se concrétise sur 3 points. Seulement 3. La première chose qui nous intéresse, c'est le mushin ou mushin. Littéralement, c'est l'esprit sans l'esprit. Pas l'absence de pensée, ça c'est impossible, on est d'accord, mais l'absence d'attachement aux pensées. Un esprit mushin ou mushin laisse les pensées traverser. Il ne les attrape pas, il ne les retient pas, il ne les analyse pas. Elles arrivent, elles passent, comme des nuages dans le ciel. Un ciel qui ne bouge pas. Tu regardes le ciel, tu vois les nuages passer, imagine que ce sont tes pensées. Toi, tu ne bouges pas, tes pensées, elles passent. Et ce que vivait Christophe, c'était exactement l'opposé. Son esprit attrapait chaque pensée, l'examinait, la tiraillait, tirait une conclusion qui devenait une nouvelle pensée, qui appelait une nouvelle analyse, et ça ne s'arrête jamais. Alors pas parce qu'il était défaillant, Christophe il n'est pas faible, il n'est pas défaillant d'ailleurs, il n'a pas de problème. Et c'est parce qu'il n'avait pas appris à faire autrement. On lui a jamais montré, on nous a, d'ailleurs la plupart du temps, jamais montré comment faire. La deuxième, c'est le shoshin. Shoshin, pardon pour la prononciation, c'est l'esprit du débutant. Shunryu Suzuki, un des grands maîtres zen du XXe siècle, disait simplement que dans l'esprit du débutant, il y a beaucoup de possibilités. Dans l'esprit de l'expert, il y en a peu. Et Christophe était devenu un expert de lui-même, tellement expert que rien ne pouvait plus le surprendre. La tasse était pleine et une tasse pleine ne peut plus rien recevoir. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un manque de travail, c'est juste ce qui arrive quand on remplit sans jamais vider. La troisième, c'est une histoire. C'est l'histoire d'un professeur d'université qui vient voir un maître zen. Il veut apprendre. Le maître lui prépare du thé. Et il commence à remplir la tasse. La tasse se remplit, elle déborde, le thé coule sur la table, et le maître continue de verser. Et le professeur lui dit « Mais arrêtez, arrêtez, la tasse est pleine, elle ne peut plus rien recevoir. » Le maître pose alors la théière et il dit « Comme cette tasse, vous êtes plein de vos certitudes. Comment pourrais-je vous montrer quoi que ce soit si vous ne commencez pas par vider la tasse ?» Christophe, c'est la tasse. Pas à cause d'un manque, à cause d'un trop plein, un esprit trop plein. Ton esprit est plein et pourtant tu te sens vide. Ce n'est peut-être pas un paradoxe. C'est exactement ce qui arrive quand on n'a jamais appris à vider la tasse. Alors, et si on la vidait la tasse? Alors Christophe, il a commencé par quelque chose de très simple. 5 minutes le matin, pas d'agenda, on s'assoit, pas de technique, pas d'objectif, juste s'asseoir, juste s'asseoir. Et les premières fois, c'est très inconfortable. C'est même super inconfortable. Imagine, s'asseoir et ne rien faire alors qu'on a le cerveau qui bouillonne, c'est extrêmement compliqué. On a envie d'attraper son téléphone, on a envie de faire quelque chose d'utile, on se sent inutile, on a l'impression d'être bête, on se sent regardé. Le serment, ça recommence, qui dit que le silence c'est du temps perdu, la voix qui parle dans ta tête, qui te dit mais va bosser, va faire ce que tu as à faire, tu n'as pas autre chose à faire que de rester assis là à rien faire. Qu'est-ce que tu fais? Comme on aurait peut-être pu l'entendre d'ailleurs de ses parents, de ses grands-parents ou d'un professeur d'école. C'est pas facile. Il faut laisser. Il faut laisser ça là. Pas d'analyse. Pour une fois, on en reste là et on tient. On tient 5 minutes. Et après quelques semaines, on dit qu'il faut entre 21 jours et 69 jours pour changer une habitude. Ça dépend de la difficulté de ce qu'on veut faire. Une habitude comme celle-ci, en quelques semaines, 3-4 maximum, ça devient quelque chose qu'on fait très facilement sans même y penser. Oui, oui, sans même y penser. 5 minutes. Observer. Et Christophe, après ces quelques semaines, il m'a dit,
J'avais rien compris encore une fois, il me dit. Mais quelque chose a changé quand même. Et il m'a parlé de ses épaules. Du coup, avoir fait ça, dès le départ, après quelques jours, déjà il a senti que ses épaules, elles se relâchaient. Elles étaient plus pareilles. Juste comme un poids qui part, légèrement. Et il me dit, j'ai rien décidé, ça s'est fait naturellement. Alors voilà. C'est peut-être ça le zen. Le zen, ça nous dit depuis des siècles, ce n'est pas arrêter de penser, ce n'est pas de te vider la tête de force, c'est juste de commencer à laisser passer. De se rappeler que tu n'es pas tes pensées, tu es celui ou celle qui les observe et qui les laisse passer. Et que la tasse, de temps en temps, ça aide un peu de la poser. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains et partage-le à quelqu'un dont la tête ne s'arrête jamais vraiment. La semaine prochaine, on parlera de quelque chose d'encore plus inconfortable. Ce qu'on fait quand on ne sait plus très bien qui on est en dehors de ce qu'on est censé être pour les autres. Vous écoutiez le bruit intérieur, le podcast pour revenir à soi. Merci et à la semaine prochaine.